Bonjour à tous et bienvenue dans le JT de vuedailleurs.com. Vous le savez, comme chaque semaine, on va décrypter l'actualité politique, économique et culturelle que vous retrouvez sur le site vuedailleurs.com, fondé par Cédric Leboussy. Et avec un mot d'ordre, les opinions sont libres mais les faits sont sacrés. On commence tout d'abord par une actualité qui a retenu notre attention. Direction Istanbul, en Turquie, où l'église Sainte-Sophie s'apprête à redevenir une mosquée. Le plus célèbre monument de la ville, transformé en musée au cours du XXe siècle, va de nouveau accueillir les croyants pour les prières du vendredi à partir du 24 juillet. Une décision prise par le chef du pays, Recep Tayyip Erdogan, acceptée par le Conseil d'État et qui a suscité des critiques versatiles. En Turquie, face à un sujet aussi épineux, personnalités politiques et minorités religieuses n'ont pas souhaité s'en mêler. Mais au-delà des frontières du pays, les opinions ont été plus houleuses. Pourtant, même les avertissements de la communauté internationale et de l'UNESCO n'ont pas suffi à empêcher ce projet. Des questions se posent aussi concernant les trésors que renferme la future mosquée. Que vont devenir les œuvres d'art? Certaines pièces vont-elles être transférées dans un autre musée? Est-ce qu'il y a des travaux de prévus? Pour l'instant, pas de réponse, mais déjà beaucoup d'inquiétudes concernant le destin de Sainte-Sophie. Dans quelques secondes, on s'intéressera à l'actualité française, alors restez avec nous. L'urgence sanitaire à laquelle nous faisons face depuis le mois de mars a entraîné des bouleversements dans le secteur du travail, vous le savez. En annonçant que l'indemnisation au titre du chômage partiel serait financée à 100%, l'État a ouvert la voie aux abus et aux fraudes. Marie-Claude Baltier, fondatrice de Res Humana, société spécialisée en gestion de paie et conseil RH, a rédigé un article à ce sujet sur vuedailleurs.com et elle est avec nous pour en parler tout de suite. Bonjour Marie-Claude. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors concrètement, à quoi a dû faire face le gouvernement suite aux mesures de chômage partiel qu'il a mis en place et est-ce qu'il aurait pu faire autrement? Écoutez, faire autrement, ça me paraît difficile de porter un jugement là-dessus. Ce qu'on peut dire, c'est que le gouvernement a eu le souci de compenser, je dirais, le choc du confinement, parce que quand même, obliger tous les gens à rester chez eux, en tout cas c'est comme ça que ça a été interprété, c'était un petit peu violent, et surtout l'arrêt brutal de l'économie. Donc dans ce contexte, la volonté c'était effectivement de générer à la fois des compensations financières pour les entreprises à cause de la perte des chiffres d'affaires, mais aussi de faire en sorte que les choses aillent vite et massivement. Du coup, l'arsenal juridique à disposition en matière sociale ne permettait pas de faire face à ces exigences. Donc, le gouvernement a utilisé les moyens qui étaient les siens, c'est-à-dire les dispositifs de traitement informatique ou télématique actuels, notamment les caisses primaires d'assurance maladie et tout ce qui a trait au chômage partiel. Donc, face à ça, on a effectivement des contraintes juridiques qui font aussi que le cadre ne se prêtait pas à ça, d'où une flopée de textes qui sont arrivés en 2 mois. Pour information, je vous cite, nous avons eu 12 versions des questions-réponses du ministère du Travail, 4 ordonnances, 4 décrets, 2 arrêtés de loi et on nous en annonce encore. Alors, ce qu'il faut dire en plus, c'est que tout ça a été fait, je dirais, sans contrôle démocratique. C'est pas du tout une critique, mais automatiquement, quand on est sous une loi d'urgence sanitaire, eh bien, on court-circuite un petit peu tous les détours démocratiques et le débat. Et du coup, on fait des erreurs. Alors, comme on fait des erreurs avec un texte, eh bien, une semaine après, on pond un autre texte qui vient en contradiction avec le premier, avec de la rétroactivité, ce qui fait que je ne vous cache pas que pour les éditeurs de logiciels de paye et les prestataires comme nous, ça n'a pas été une période chômée, ça je peux vous le dire. Du coup, Marie-Claude, rapidement, quelles mesures va prendre le gouvernement face à tous ces abus? On parle de contrôle, mais est-ce que c'est réalisable? Alors, c'est une bonne question, parce que quand les entreprises se sont mises en chômage partiel intégral, c'est-à-dire à temps plein, de façon non fondée, c'est assez facile de démontrer en cas de fraude qu'il y a eu du travail alors que les gens étaient supposés ne pas travailler du tout.
En revanche, la difficulté pour le gouvernement, ça va être de contrôler les entreprises qui ont déclaré des heures télétravaillées et des heures chômées. Parce que le but, ça va être de vérifier qu'il n'y a pas de superposition. C'est-à-dire qu'on n'a pas déclaré comme chômé des heures qui en réalité étaient travaillées. Parce que dans ce cas-là, les infractions pénales sont importantes. On suivra tout ça de près, hein. Marie-Claude Baltier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes fondatrice de Res Humana. On se retrouve dans quelques secondes pour plus d'actualités économiques et sociales. Dans notre rubrique Actualité économique et sociale, on va s'intéresser à l'industrie ferroviaire, fragilisée ces dernières années face à une concurrence réduite en Europe et à l'hégémonie de la Chine dans ce secteur. Pour en parler, je reçois ce matin quelqu'un qui s'y connaît bien, c'est Loïc Le Floch-Prigent. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors vous êtes ancien président de ELF et de la SNCF, vous avez publié un livre il y a 2 ans, Il ne faut pas se tromper, pour en finir avec les idées reçues sur l'énergie et l'industrie aux éditions Elitel. Et vous avez rédigé un article à ce sujet sur vuedailleurs.com dans lequel vous revenez sur le cas Alstom-Bombardier, une fusion freinée par l'ânerie, la bêtise des technocrates, je vous cite. Expliquez-nous dans un premier temps quelles sont les raisons de ce refus de fusion par la Commission européenne. Alors, la Commission considère que la concurrence est essentiellement intra-européenne, entre pays européens. Et donc l'idée qu'il y ait une fusion entre des Canadiens installés principalement en Allemagne, mais aussi en France, et des Français, la rebute, et elle veut, cette Commission européenne, que Alstom vende une partie de Alstom et une partie de Bombardier pour que la concurrence reste. Ce qui est absurde. Ce qui est absurde puisque Bombardier fait de l'ordre de 7 milliards de chiffre d'affaires, Alstom également, 7 milliards, fait 14 milliards, et le concurrent, c'est la compagnie chinoise CRRC, qui fait 26 milliards de chiffre d'affaires, qui a une capacité à réaliser des opérations en Chine beaucoup plus importante que Alstom Bombardier, parce que Alstom Bombardier a des commandes cycliques, alors que la Chine continue à faire des trains, et donc la concurrence chinoise, c'est l'essentiel. Et c'est ce contre quoi Alstom et Bombardier veulent lutter en se mettant ensemble, et on sait bien qu'au bout du compte, il faudra bien qu'Alstom Bombardier s'entende avec le troisième, c'est-à-dire Siemens, pour avoir une sorte de mutualisation des recherches et de la politique commerciale à l'étranger. C'est ça qui est l'avenir, c'est la Chine d'un côté et l'Europe de l'autre. Et donc la façon dont la Commission interprète ce qui a été dit par les gouvernements est absurde. Donc la Commission met des bâtons dans les roues dans ce dossier-là, avec aussi l'inquiétude de la mise en vente de l'usine de Reichshofen. C'est aussi toute la région alsacienne qui est menacée. Oui, et une fois de plus, c'est soit les Chinois, soit les Japonais qui peuvent acheter, parce qu'il n'y a pas d'autres Européens. En fait, c'est vraiment de l'aveuglement technocratique complet qui conduit. Alors, qu'est-ce que c'est que Reichshofen ? Reichshofen, c'est l'ancienne usine de Dietrich, c'est un trésor, si vous voulez, un trésor historique. C'est l'Alsace, une fois de plus, on vient de fermer Fessenheim, on recommence avec Reichshofen. Bon, on ne va pas la fermer, bien sûr, mais on sait bien que malgré les 24 mois de commandes qui existent aujourd'hui pour Reichshofen, il y a bien un moment où il va falloir faire de la recherche pour le véhicule suivant, et cette recherche ne pourra pas être faite avec un petit chiffre d'affaires. Donc il faudra que ce soit un grand qui prenne ça, et un grand, si jamais c'est pas Siemens, et ça ne peut pas être Siemens non plus, eh bien ça ne peut être que Hitachi ou CRRC. Donc je crois qu'il faut que la Commission réforme complètement sa position vis-à-vis de la concurrence intra-européenne sur un certain nombre de matériels, de la même façon qu'il n'y a plus de concurrence intra-européenne avec l'aéronautique. Eh bien, il n'y en a pas non plus avec le ferroviaire. Voilà, c'est ça qu'il faut à un moment déclarer haut et fort à l'intérieur de l'Europe. Alors justement, à ce sujet, est-ce que la dernière déclaration du Premier ministre Jean Castex, qui a dit vouloir travailler à une adaptation des règles de la concurrence européenne
européenne afin de favoriser l'émergence de champions industriels européens. Est-ce que c'est encourageant selon vous? C'est toujours encourageant d'avoir des déclarations, c'est mieux que l'inverse. Simplement, on est encouragé depuis 10 ans avec les déclarations des chefs d'État et des premiers ministres qui disent oui, il faudrait changer les règles, et puis les règles ne changent pas. Donc je crois qu'à un moment, et d'ailleurs c'est un peu ce qui a été dit par l'ensemble de la presse et par les politiques, c'est derrière les mots, il faut des actes. Et pour l'instant, je ne vois pas les actes fondateurs d'un changement profond en la matière. Au contraire, à chaque fois qu'il y a une fusion qui arrive au niveau européen, on décortique la fusion pour essayer de trouver les quelques éléments qui vont permettre d'échapper à cette hydre terrible qui est un monopole. Oui, si vous avez envie d'acheter un avion, vous avez Airbus ou Boeing. Bah oui, c'est embêtant, bah oui, c'est comme ça. Mais moi, j'ai pas envie d'acheter un avion, ça tombe bien. Merci beaucoup Loïc Le Floch-Prigent d'avoir été notre invité. Votre article, on le retrouve sur vuedailleurs.com. Dans quelques instants, ne bougez pas, on s'intéressera à l'actualité culturelle. On termine ce journal comme chaque semaine par l'actualité culturelle et aujourd'hui je vais vous parler voyage et nature avec le célèbre chemin de Saint-Jacques de Compostelle. D'ailleurs, vous l'ignorez peut-être, mais c'est au XIIIe siècle qu'il a connu son apogée avec des centaines de milliers de pèlerins chaque année. À cette époque, Jérusalem ayant été reprise par les musulmans à l'issue des croisades, Compostelle et Rome constituaient les deux points majeurs du pèlerinage. Alors aujourd'hui, c'est une destination prisée des randonneurs, fervent ou non, à la recherche de magnifiques paysages et puis aussi de dépassement de soi. Et oui, parce que aller à Compostelle, ce n'est pas une balade de santé, il faut bien se préparer. Alors je vais vous donner quelques conseils. Tout d'abord, évitez de partir l'été en raison évidemment des fortes chaleurs. Il vaut mieux privilégier les mois d'avril, mai, septembre et octobre. Et puis il faut ensuite choisir le type de voyage qu'on veut faire en fonction de la qualité de confort que vous recherchez. Il y en a qui préfèrent loger dans des auberges ou des gîtes, et puis d'autres préfèrent s'imprégner d'une atmosphère plus pittoresque en dormant à la belle étoile. Et il y a ceux qui optent pour l'option tout confort avec séjour à l'hôtel et prise en charge des bagages en car. Alors tout dépend en fait de l'esprit que vous souhaitez donner à votre voyage. Ensuite, une fois que la date a été fixée, il faut quand même se préparer quelques mois à l'avance, mentalement et physiquement, avec de longues marches et un sac à dos que vous allez alourdir progressivement. D'ailleurs, beaucoup se demandent ce qu'il faut emporter dans ce sac à dos. Alors, il est recommandé de demander à des anciens pèlerins ou dans des boutiques spécialisées ce qu'on emporte et puis surtout limiter le poids à 10 kg pour les femmes et 12 kg pour les hommes. Enfin, et c'est un dernier point très déterminant pour votre voyage, les chaussures évidemment. Vous allez vous confronter à des centaines de kilomètres de marche, alors prenez avec vous des chaussures confortables, en fait qui tiennent bien la cheville dans un premier temps et qui ne soient ni trop usées ni trop neuves. Voilà, tous ces conseils, vous pouvez les retrouver dans l'onglet spiritualité du journal vuedailleurs.com. Vous allez retrouver cet article sur le voyage de Saint-Jacques de Compostelle. Le JT vuedailleurs.com, c'est déjà terminé. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente journée et de très bonnes vacances d'été. On se retrouve très bientôt. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Entreprise et Innovation, votre rendez-vous innovation, développement économique et enjeux du digital sur TV Finance. Tous les jours, TV Finance met en lumière une société, un projet, des hommes et des femmes qui font l'entreprise d'aujourd'hui et de demain dans un monde en perpétuelle évolution. Pour y participer, contactez-nous sur tvfinance.fr.